Encore une fois, merci beaucoup à tous d'être présents. Au nom de toute l'équipe, vraiment, ça fait quand même plusieurs mois qu'on organise tout ça, donc on est très content de voir que vous êtes venus en si grand nombre, c'est super. Alors, on va parler maintenant de l'arrivée en Australie. Donc, on disait tout à l'heure que déjà, au moment de partir, on peut être un petit peu pris d'émotions contradictoires, mais quand on arrive après 22, 26, 30 heures d'avion, vous allez voir, c'est un peu long. Certains d'entre vous sont des cow-boys carrément, et ils font 2 escales avec des vols qui durent 40 heures, etc. Pourquoi pas? Mais ça commence à être un petit peu fatigant. N'hésitez pas à envisager de faire un stopover, hein. C'est une escale prolongée dans un pays au milieu. Moi, je l'avais fait une fois quand je suis allée, pour le coup, c'était en Nouvelle-Zélande, mais j'ai fait 3 jours à Shanghai. Donc, j'ai fait 11 heures de vol, 3 jours sur place, 11 heures de vol. Et honnêtement, ça coûte quand même pas mal le voyage. Donc, si vous avez l'opportunité de le faire, ça peut déterminer là où vous avez envie de faire le stopover, par quelle compagnie vous allez devoir passer. Toutes les compagnies ne passent pas partout. Il y en a qui passent en Corée, il y en a qui passent au Qatar, il y en a qui passent à Singapour. Donc, c'est à envisager. Et pourquoi pas, sinon, au retour. Ça fait aussi un petit tampon avec le retour en France qui sera abordé à la toute fin de la journée et qui n'est pas non plus sans émotion. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, quand vous allez être dans l'avion, vous allez remplir, normalement, ou peut-être à l'arrivée, une Incoming Passenger Card. C'est une carte où vous allez un petit peu donner de l'information sur vous et déclarer ce que vous avez éventuellement sur vous. Je vous évoquais tout à l'heure les pommes, les graines, etc. Il faut absolument ne pas avoir ça sur vous. Ou si vous en avez, pensez bien à les déclarer, parce que sinon, c'est une fausse déclaration. C'est arrivé que des gens oublient une pomme au fond de leur sac et c'est 500 $ d'amende. Donc, faites attention à ça. Ce serait un petit peu dommage. Si vous avez des chaussures de rando, des trucs d'outdoor, etc., il est possible que vous ayez à le déclarer. C'est pas grave, ils vont fouiller vos affaires, mais c'est juste pour vérifier que tout est propre. En fait, l'Australie fait attention à la sécurité sanitaire du pays. Donc, si vous ramenez des choses de l'extérieur, ça peut poser problème. Et vous verrez d'ailleurs quand vous allez voyager en Australie, il y avait un PVTiste qui avait écrit un article sur PVTiste et qui disait je me suis fait arrêter entre 2 étages, je pensais que c'était pour vérifier si j'avais de la drogue et non, c'était pour vérifier si j'avais des patates. Parce qu'en fait, passer des légumes d'un état à l'autre, c'est aussi problématique. C'est vraiment un sujet en Australie, c'est pour ça qu'il ne faut pas arriver avec n'importe quoi. Ensuite, vous allez valider votre visa et c'est plus comme avant où on passe devant un agent qui nous demande nos documents, même si de temps en temps, comme je vous le disais, ils peuvent peut-être vous demander quelque chose et qui vous met un tampon. Là, vous n'avez plus rien. Vous allez passer sur des ordinateurs, sur des portes qui s'appellent Smart Gate. En gros, vous scannez votre passeport, vous passez dedans, comme il y a dans beaucoup d'aéroports aujourd'hui. Donc voilà, ce sera sans doute une formalité pour vous. Et donc là, le PVT va commencer et vous risquez un petit peu de vous demander ce que vous faites là. Comme je vous le disais tout à l'heure, essayez de rencontrer un maximum de personnes. Si vous allez en auberge, si quelqu'un propose de sortir, même si vous êtes épuisé, faites-le, parce que peut-être que cette personne va devenir un ami, un compagnon de voyage, voire plus, et puis peut-être que cette personne vous fera rencontrer des gens. Moi, quand j'étais en auberge, j'ai rencontré des Françaises, une Belge et des Allemandes, et des Allemands, et en fait, je les ai revus après, chacun était dans sa coloc, et du coup, on était invités à la soirée de lui, puis de elle, etc. Donc, c'est vraiment le début de votre réseau, et c'est vraiment important de pas rester trop dans votre coin, sauf si vous aimez pas trop les gens, parce que là, vous avez le droit. Mais si vous avez envie de rencontrer des gens, pratiquer votre anglais, etc., vous mettre dans le bain, rencontrer rapidement des gens, c'est quand même un début de PVT plus confortable. Ensuite, vous avez ce que j'appelle souvent les cas fantastiques, pour rien de vraiment compliqué. Vous quittez un pays compliqué administrativement, vous allez dans un pays qui est simple administrativement. Donc, vous allez devoir demander un TFN, le Tax File Number, que vous devez demander une fois en Australie quand votre visa aura été activé par les autorités australiennes. Donc ça se fait sur Internet. Sur PVTist, on a aussi un tutoriel, pour le coup il est à l'écrit avec des captures d'écran. Et vous verrez qu'en fait c'est presque les mêmes questions que dans la demande de visa. Et en gros ce document, c'est un numéro d'existence sociale que vous allez devoir donner aux différents employeurs que vous allez trouver, comme aujourd'hui quand on se fait embaucher ici, on donne son numéro de sécu. La démarche est facile, c'est gratuit. Quelqu'un qui voudrait faire que du volontariat pendant son PVT, il n'a pas vraiment besoin de le faire s'il veut. Mais bon, au cas où on vous propose du boulot rémunéré, ça vaut quand même le coup toujours de le demander. Même chose pour le compte bancaire. Quelqu'un qui ne veut pas gagner d'argent de l'année, il n'a pas besoin d'un compte bancaire. Par contre, dès que vous allez vouloir toucher des salaires australiens, là, il va falloir un compte parce que les employeurs australiens ne vont pas vous envoyer de l'argent sur un compte étranger, ça va être compliqué, il y aura des frais, etc. Pour la banque, il y en a 2 qui ressortent beaucoup, c'est la ANZ et la Westpac. Il y en a d'autres
qui sont très bien aussi. C'est juste que souvent la ANZ, elle est donc gratuite jusqu'à 25 ans et la Westpac jusqu'à 30 ans. C'est pour ça que Morgane, qui est là-bas de notre équipe, elle avait choisi la Westpac, en tant qu'à faire autant ne pas payer de frais bancaires. C'est une formalité aussi d'ouvrir son compte. Certains le font avant de partir quand les banques l'autorisent, soit ils le font sur place, en sachant qu'il faut le faire sous 6 semaines. Parce que sous 6 semaines, c'est une formalité, mais après 6 semaines, ne me demandez pas pourquoi, ils vous demandent plus de documents, et là, ça peut commencer à être compliqué, donc autant le faire la première journée, TFN, compte bancaire, ligne téléphonique, et puis à la limite, le point 4, c'est peut-être fait un petit peu après, c'est à vous d'en décider. Vous aurez une carte de débit, donc c'est pas une carte qui vous permettra de payer en ligne. Donc c'est bien d'avoir votre carte française, voire une carte de banque en ligne, je sais pas, les Revolut, N26, Boursorama. Moi j'ai pris Boursorama parce que si je l'utilise au moins une fois par mois, je ne paye pas du tout. Et comme je suis pas en PVT, bah, du coup j'ai pas besoin d'avoir une carte plus perfectionnée, mais je vous laisse regarder un petit peu les offres qui existent. Pour la ligne téléphonique, il y a beaucoup de gens en France qui partent avec Free, qui gardent leur forfait Free parce que ça fonctionne. De temps en temps, mais c'est tellement rare que du coup, voilà, je vous en parle quand même, mais c'est anecdotique. De temps en temps, des gens ont reçu des messages de Free leur disant là, on va vous envoyer une facture salée, etc. Il y a trop d'utilisation de données. Mais il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur forfait Free et en plus, ils prennent un forfait local. Comme ça, ils sont pas obligés de prendre un forfait très cher, mais ils ont la possibilité de compléter avec Free, surtout que ça capte pas toujours partout pareil en Australie. Aude, excuse-moi, je n'étais pas venue. Si tu veux venir pour le début, je te laisserai la parole un petit peu après. Je t'en prie. Et donc, voilà, pour la ligne téléphonique, il y a beaucoup d'opérateurs différents, notamment, alors c'est Telstra, Vodafone, et j'ai pris le dernier, bien sûr. Et vous avez tout ça dans notre dossier sur pv10.net dédié à l'arrivée. Vous avez surtout beaucoup de low-cost, Boost, Aldi, et il y en a plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à faire votre marché un petit peu avant le départ. Comme ça, vous saurez déjà chez qui vous voulez aller. Vous ne perdrez pas votre temps à comparer toutes les offres arrivées en Australie avec le jet lag et tout. Si vous partez à 2 ou à 3, ne prenez pas, c'est un conseil qui fonctionne bien, le même opérateur, parce que si ça capte pas partout pareil, et bien peut-être que des fois, il y en a un qui va capter, et puis la fois d'après, ce sera l'autre. Ça peut un peu vous sauver la vie. Ensuite, vous pouvez vous inscrire sur le registre des Français établis hors de France. Vous connaissez peut-être le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est une façon de s'inscrire auprès des autorités françaises quand on part en vacances. Le registre des Français établis hors de France, c'est Ariane++, enfin, pour ceux qui partent plus de 6 mois. Donc c'est plutôt à ça qu'il faut s'inscrire. Et ça, on s'y inscrit une fois sur place quand on a la preuve qu'on réside en Australie. Et ça vous permet, en gros, si vous perdez vos documents d'identité, d'être aidé plus facilement. S'il y a des consignes à vous donner, s'il y a des inondations, des feux de forêt, je sais pas, une pandémie, des attentats, enfin tous les trucs un peu comme ça qui peuvent arriver, ça permet à la France d'être en contact avec vous. Voilà. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Et pour ceux qui veulent voter, si un jour il y a des élections, il faut s'être inscrit au préalable au registre. Alors ensuite, le PVT commence et je le disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut décider qu'est-ce que je fais. Est-ce que je pars sur la route? Est-ce que je m'installe ici? Est-ce que je vais commencer à travailler? Donc il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Il y en a, ils vont plutôt essayer de faire du volontariat, de voyager avant pour s'améliorer en anglais et chercher du travail après. Il y en a qui veulent tout de suite gagner de l'argent pour financer après leur séjour. Ça dépend aussi avec quel budget vous êtes parti. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Et donc, avant de parler de l'installation, je vais laisser la parole à Aude qui va vous parler des cours d'anglais que vous pourriez avoir pu prendre au début de votre séjour. Je vais te donner celui-ci. Voilà. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je m'appelle Aude, je travaille pour Études Australie, donc je vais vous présenter les cours d'anglais. Effectivement, pour réussir son arrivée en Australie, on vous conseille de prendre des cours d'anglais. Pourquoi prendre des cours? Alors améliorer son niveau d'anglais, ça c'est une certitude, mais aussi se faire un réseau. Si vous partez seul, c'est important d'avoir des amis à la fois pour sortir, prendre un verre, découvrir la ville, mais aussi éventuellement faire une colocation. Ces personnes, vous pouvez les trouver à l'école d'anglais. Ça peut être aussi, dans nos écoles d'anglais, vous avez donc 5% de francophones, vous avez par exemple des Japonais, des Brésiliens, ça peut être un Brésilien qui fait un job et qui dit « moi je quitte mon job », l'occasion justement de sauter sur l'occasion et lui dire « je viendrais bien voir ton patron pour prendre la suite ». Voilà, donc les cours d'anglais, c'est aussi se faire un réseau. C'est aussi rentabiliser les premières semaines. Nous, on vous conseille 4 semaines de cours d'anglais. Pour le premier mois, bien sûr, vous pouvez en prendre moins, vous pouvez prendre 2 semaines, vous pouvez prendre plus.
Mais un minimum de 4 semaines, ça vous semble vraiment utile parce que ça vous permet de rentabiliser les premières semaines. Vous allez attendre votre TFN. Le TFN, il met quelques jours, voire semaines pour arriver par courrier. Donc c'est important de ne pas attendre que le TFN arrive, mais de mettre à profit ces semaines. Ça vous permet aussi d'avoir une aide sur place pour les premières démarches. L'école d'anglais, nous avons une personne sur place, va vous aider. Alors ça peut être pour le TFN, ça peut être pour la relecture de votre CV, vous donner des bons plans pour des jobs. On a aussi beaucoup de restaurateurs qui viennent dans nos écoles d'anglais en disant voilà, moi j'ai un serveur qui manque, est-ce que quelqu'un veut venir travailler la semaine prochaine, etc. Donc les cours d'anglais, c'est vraiment une façon de bien arriver en Australie. Et ça permet aussi de booster votre CV. Ça, c'est plus pour le retour, pour dire je ne suis pas partie un an en tongs et short. J'ai aussi mis à profit mon séjour en prenant des cours d'anglais. Alors, les cours d'anglais, donc on propose des cours d'anglais, on propose aussi un séjour demi-pair pour ceux qui ne sont pas trop sûrs d'eux, qui voudraient avoir tout organisé pendant 3 mois et qui apprécient de s'occuper des enfants. On propose du demi-pair, donc c'est cours d'anglais le matin, on s'occupe des enfants l'après-midi et en échange on est logé, nourri et on peut avoir de l'argent en poche si on a de l'expérience. Si on n'a pas d'expérience, c'est possible, mais on n'a juste pas d'argent en poche. On s'occupe de tout, donc cours d'anglais demi-pair. On peut s'occuper du logement si vous le souhaitez. Ça peut être une famille d'accueil où on s'occupe des enfants ou pas. Ça peut être une résidence étudiante, une auberge de jeunesse. On s'occupe également du visa, c'est-à-dire qu'on va remplir les 17 pages de visa pour vous. On va vous envoyer le lien pour que vous puissiez vérifier ce qu'on a écrit, corriger si ça ne vous convenait pas et payer le prix du visa, le même prix que si vous l'aviez fait seul. Donc il n'y a pas de prix supplémentaire, nos services sont gratuits. On peut également vous donner une trame pour ouvrir un compte bancaire. Le compte bancaire peut s'ouvrir en 10 minutes en ligne. L'ouverture est gratuite, la tenue du compte est gratuite et la carte bancaire est gratuite 1 an. On corrige également votre CV et on peut aussi vous donner une attestation pour suspendre tout ce qui est abonnement téléphonique ou Internet en France. On a beaucoup de demandes à ce sujet. Alors, comment ça se passe? Les cours d'anglais, donc on a des cours d'anglais sur toutes les destinations, donc Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Perth. On a également Adélaïde, Darwin, Cairns. On a à peu près, on est sur, en termes de tarifs, environ 200-250 €. C'est plutôt 200 € en fait par semaine. Si on prend 20 heures de cours, donc du lundi au vendredi, 4 heures par jour. Ça vous permet donc d'avoir les cours. 250, ce serait plus peut-être sur Sydney, parce qu'on a une de nos écoles à Sydney qui propose plus d'horaires. C'est 27 heures de cours par semaine, donc c'est pour ça que le prix est un peu plus cher. Et cette école est très bien parce qu'elle vous permet aussi de prendre des options pour ceux qui voudraient avoir du vocabulaire dans l'ingénierie, dans le business ou dans tout ce qui est droit. Elle propose des options à ce sujet. Donc voilà pour le budget approximatif pour des cours d'anglais, environ 200 € par semaine. Pour le demi-pair, donc comme je vous disais, c'est un programme qui dure 12 semaines. On s'occupe des enfants le matin, on prend des cours d'anglais le matin, on s'occupe des enfants l'après-midi. En échange, donc on est nourri, logé, et donc on est à peu près à 3 000 € si on a de l'expérience sur Sydney, Melbourne ou Gold Coast. Gold Coast, c'est à 1 heure de Brisbane. Et on est à peu près à 3 700 € si vous n'avez pas trop d'expérience sur Brisbane ou sur Gold Coast. Si jamais vous aviez besoin d'aide pour faire votre visa, avoir une attestation pour résilier vos abonnements ou suspendre vos abonnements en France, ouvrir un compte bancaire, etc., si vous aviez besoin d'un soutien mais que vous ne souhaitiez pas de cours d'anglais, on a aussi un pack accompagnement à 100 € qu'on peut vous proposer. Alors, nous, on a un stand, donc n'hésitez pas à revenir nous voir pour nous poser plus de questions. Si vous flashez aussi le QR code, vous allez tomber sur le site de PBTIST. En bas de la page, vous avez un formulaire, vous pouvez mettre votre nom, la ville de destination, la durée des cours que vous souhaitez, et on vous fait un devis personnalisé. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, de nouveau, les cours d'anglais, ça permet vraiment de mettre un pied en Australie de façon confortable, d'améliorer votre niveau d'anglais, d'avoir un réseau social et de nous permettre de vous aider dans toutes les démarches. Et Aurélie, qui est au stand avec toi, en fait, elle a commencé comme étudiante chez vous et maintenant elle travaille avec toi.
Et oui, en fait, Aurélie, c'est une de mes anciennes étudiantes. Elle a déjà 7 ans, il ne faut pas le dire. Elle est partie, donc elle avait fait notre programme donc, PVT, cours d'anglais avec logement en famille. Donc elle est partie 4 semaines et ensuite elle a travaillé. Je sais qu'elle adore Gold Coast, qu'elle adore Brisbane. Donc n'hésitez pas à aller la solliciter sur notre stand si vous avez besoin d'informations. Super, merci beaucoup. Alors, je vais continuer sur d'autres démarches, notamment trouver un logement. On le dit beaucoup, le logement, alors ici on est habitué, ça fait longtemps que c'est compliqué, mais en Australie ça commence à l'être aussi de plus en plus. Mais il y a quand même donc différentes choses à savoir sur le logement. Il y a des gens qui, comme ils vont rester que un mois et demi à chaque endroit où ils vont, ils font toute l'année en auberge de jeunesse. Il y a des auberges qui font des offres au mois, par exemple, ça permet de payer un peu moins cher que par la semaine. Et puis parfois aussi, vous pourriez trouver une auberge de jeunesse qui cherche quelqu'un qui travaille 2 heures par jour en échange de son lit en dortoir. Donc des fois, il peut y avoir des opportunités comme ça pour ne pas se ruiner. Il y a également les working hostels. Moi, je suis restée dans plusieurs de ces auberges-là. C'est des auberges de jeunesse en région, qui sont en lien avec des fermiers du coin. Et ça permet en fait qu'elles vous trouvent du boulot dans les fermes aux alentours. Donc moi, je sais qu'on était une 40aine de jeunes, et donc il y en a 3 qui allaient là, 8 qui allaient dans celle-ci. Et en fait, on avait souvent du boulot. Pour moi, ça a été un super bon plan. Mais je sais qu'au fil du temps, il y a eu certaines working hostels en fait qui disaient aux gens au téléphone oui c'est bon, on a du boulot, vous veniez, vous payez votre semaine en auberge, et en fait vous bossiez une journée ou 2 parce que ils avaient appelé tellement de gens, enfin ils avaient accepté tellement de gens qu'il n'y avait pas vraiment du travail à temps plein. Donc comme je dis souvent, écoutez ce que dit la communauté PVTiste autant française qu'étrangère, ça vous permettra de connaître les endroits où il y a des arnaques, où c'est pas réglo, etc. En général on les connaît. Moi, l'endroit où j'étais, c'était une ville qui s'appelle Home Hill, H-O-M-E-H-I-2-L. Alors, je vais le dire avec l'anglais, ce sera mieux, Home Hill, du coup. Et pas loin, il y avait une autre ville qui s'appelait R-A-Y-R. Et je sais que voilà, c'est des toutes petites villes comme ça, où il peut y avoir des opportunités dans des auberges de jeunesse. Parce que, en fait, ce que j'ai aimé là-bas, c'est qu'elle vous trouve du boulot, bon, ça, d'accord. Mais en plus de ça, le soir, vous vivez en auberge de jeunesse, vous êtes avec des gens de Corée, d'Angleterre, d'Allemagne, de Suède, de partout. Pour moi, c'était une colonie de vacances, ce truc, à part qu'on se levait à 5h30 le matin. C'est super compliqué. Et puis que c'était fatigant aussi, parce que l'agriculture, c'est quand même fatigant comme boulot. Mais tous les soirs, on se retrouvait, c'était vraiment, c'est des souvenirs dorés pour moi. Ensuite, vous pouvez bien sûr être en Airbnb, en hôtel, en appart-hôtel, bien évidemment, mais ça va quand même finir par vous coûter cher. Donc, généralement, quand les gens s'installent quelque part, ils vont plutôt essayer de se mettre en colocation. Ça, je vais y revenir un peu après. Notez que quand vous bossez en agriculture, souvent, vous avez l'opportunité, via votre employeur, d'être logé. Alors, pas forcément gratuitement, mais d'avoir une opportunité de logement, soit parce que à côté de la ferme, ils ont des dortoirs, soit parce que vous pouvez garer votre van ou planter votre tente, ou encore, moi, à un moment donné, dans le Nord, il y avait un caravan park à 10 minutes de là, et donc tous les gens qui bossaient dans l'endroit où on plantait les arbres, on dormait là, soit dans notre van, soit dans des préfabriqués, et en fait, tous les matins, on allait ensemble au boulot, donc il y a toujours des solutions. En général, les fermiers font en sorte que vous puissiez vous loger. Donc évidemment, vous pouvez vivre dans votre van, dans votre break. Renseignez-vous bien sur là où vous avez le droit de dormir. Comme je dis souvent dans les reportages, on voit surtout et ils sont dormir devant un coucher de soleil en Australie. Parce que l'histoire ne dit pas, c'est et ils eurent une amende de $200. Donc attention à ça. On peut pas juste dormir partout où on a envie. Surtout en van, en break, on n'est pas du tout discret. Donc voilà. Regardez, je vous ai mis une application qui s'appelle Wikicamps. Il y en a d'autres. C'est une application qui est payante, mais je crois qu'elle vaut soit 6, soit $8 selon si vous êtes sur iPhone ou sur Android. Mais en tout cas, c'est un bon investissement. C'est quoi? C'est 4-5 euros. Et ça vous met tous les campings payants, gratuits, un petit peu partout. Il y a des aires de repos où on peut dormir, il y en a d'autres où on ne peut pas dormir. Donc vraiment, il faut bien anticiper un petit peu tout ça. Voilà, vivre dans son van, bon évidemment, c'est expérimenter la van life, c'est super sympa. Mais il y a cette histoire de logement. Il faut faire attention à ne pas passer son temps tous les jours à savoir où on va dormir. On se rend pas toujours compte, mais quand on prévoit pas tout à l'avance, ce qui est vraiment l'objectif du PVT aussi, c'est qu'en fait, on peut passer tous les jours pas mal de temps à savoir où on dort ce soir. Et ça, honnêtement, à la fin, ça peut être un peu chiant. Donc, essayez d'anticiper un petit peu, repérer, faire votre route et voir où vous pourrez dormir pour pas passer votre temps sur votre application.
Ensuite, pour être en colocation. Alors, la colocation, ça marche beaucoup. L'avantage de l'Australie, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers, beaucoup de PVTistes du monde entier. Avant la pandémie, il y avait plus de 200 000 PVTistes par an du monde entier qui venaient. Donc, c'est pour ça que je vous dis colonie de vacances, c'est qu'il y a des gens comme vous partout. C'est vraiment le pays numéro 1 du PVT. Mais du coup, pour les colocations, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. Donc c'est cool, le turnover permet de trouver une colocation, mais il faut être quand même réactif, il ne faut pas se mettre à chercher sa colocation tous les jours à 14 h. Là, il y aura déjà des gens qui auront appelé avant, visité avant et dit oui avant. Donc les prix que vous allez voir sur les petites annonces, c'est des prix à la semaine. Attention à ça, parce que sinon vous allez avoir des fausses joies. Et également, vous verrez, des fois, vous avez une chambre, et des fois, vous partagez une chambre avec quelqu'un. Moi, dans ma colocation à Sydney, on était 8. Il y avait des filles qui partageaient une chambre à 3, nous on était 2. Il y avait même quelqu'un qui dormait plus ou moins dans le salon, avec un espace un peu découpé. Les propriétaires essayent de se gaver au maximum. Donc attention, si vous voulez pas être surpris, s'il y a marqué room share, c'est qu'il y aura quelqu'un d'autre avec vous. Vous allez devoir donner des semaines d'avance. Souvent, c'est 2 à 4 semaines d'avance. Je comprends avec la caution. Soit c'est 2 semaines, soit c'est 2 à 4 semaines, pardon. Et en gros, ces semaines d'avance, c'est un peu la garantie pour le propriétaire que vous n'allez pas partir comme ça du jour au lendemain. Et du coup, quand vous allez dire, bah voilà, je pars dans 3 semaines, et ben si vous avez donné 2 semaines ou 4 semaines, bah vous aurez déjà les dernières semaines qui sont payées. Vous n'aurez plus à les payer. Il y a aussi une caution qui est appelée bond, comme je vous l'ai mis là, B-O-N-D. Ça équivaut généralement, donc soit c'est 2, soit c'est 2 à 4. Comme je vous ai dit, j'ai confondu. Donc tout ça pour vous dire que quand on arrive, il y a de l'argent qui sort. Parce que si vous trouvez un appartement, une colocation dans une grande ville à 200 $ la semaine, ce qui peut arriver, bon bah 200, les 2 à 4 semaines d'avance, multiplié par environ 6, on est à 1002. Vous avez amené 5 000 $, il y a déjà un 5e qui est parti. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut de l'argent au départ, c'est qu'il y a des choses comme ça qui nécessitent qu'on sorte un petit peu de sous. Pour chercher, il y a Gumtree. Gumtree, c'est le site que vous allez retenir en Australie, c'est le site de petites annonces. Vous avez aussi Flatmate Finders, Roomgo et les groupes Facebook plutôt anglophones. Si vous voulez trouver des colocations internationales, ce sera mieux de chercher sur les groupes anglophones, ou hispanophones, ou tout ce que vous avez envie d'ailleurs. Parce qu'effectivement, vivre en colocation avec d'autres gens qui parlent pas français, ça vous permet de pratiquer au quotidien votre anglais. Voilà pour ce que je voulais vous dire. J'ai l'impression que j'ai fait plus court que ce que j'avais prévu, mais à la limite, c'est pas grave. S'il y a des questions, non, c'est ça, c'est bon. Je vous laisse me poser vos questions, n'hésitez surtout pas. Oui, oh. Voilà. Comme ça, celle-ci. Voilà, super. Oui, il y avait une question ici, je crois, ouais. Oui, c'est au niveau de l'obtention du TFN. Je me posais la question, est-ce que le TFN peut recevoir uniquement par le courrier de la boîte postale, ou est-ce qu'on peut le récupérer de manière un petit peu détournée par téléphone? Alors normalement par téléphone, ils veulent bien. C'est-à-dire que normalement tu le reçois par courrier. Alors déjà, il faut savoir que les employeurs souvent peuvent accepter que vous commenciez à bosser quand vous dites que vous allez le recevoir bientôt. Je peux vous rassurer au cas où vous avez, les employeurs sont assez cool. Mais je sais qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler, qu'on a mis dans notre tuto, mais dont je ne me rappelle pas, un numéro court, où ils peuvent parfois le donner quand il est prêt, le donner par téléphone en amont. Il y avait une question ici, je crois, tout à l'heure. Non, j'ai cru, autant pour moi. Pour le TFN aussi, du coup, c'est un ordinaire de jeunesse, c'est comment on va souvent, ils acceptent. Enfin, donc, soit tu connais quelqu'un qui peut recevoir du courrier chez lui parce que tu sais que c'est quelqu'un de confiance. En fait, TFN, on ne peut pas vraiment en faire grand-chose, donc on ne va pas se faire la personne. Mais bon, mais c'est vrai que souvent, les auberges, elles acceptent de recevoir du courrier. Elles sont assez sympas et elles ont l'habitude aussi de ça. Après, on peut aussi opter pour la poste restante. Vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle poste restante en anglais aussi. Et en gros, ça permet, alors j'ai toujours un doute si c'est payant ou gratuit, mais il me semble que c'est quand même gratuit. La Poste peut garder, pour vous envoyer du courrier ailleurs, ça c'est sûr c'est payant. Mais je crois que pour recevoir du courrier, si vous attendez pas trop pour le récupérer, je crois que c'est soit gratuit, soit pas très cher. Donc il y en a qui font ça quand même, surtout quand ils savent qu'ils vont recevoir pas mal de courriers et qui partent tout de suite à l'autre bout du pays. La Poste peut payer, enfin on peut, si on paye, ils peuvent nous envoyer dans l'autre poste. La poste restante à certains moments pourrait vous être utile, mais après si vous avez rencontré un petit peu des gens en auberge qui se mettent en coloc, qui sont sympas, les gens seront quand même beaucoup service, donc il ne faudra pas hésiter aussi à regarder de ce côté-là si jamais l'auberge te dit non, on ne sait jamais. Oui. En général, c'est combien de temps le minimum des colocations? Le minimum, alors, moi je sais que je suis restée 2 mois dans la mienne, ça a choqué personne.
Mais peut-être que si c'est 3 semaines, ça vaut pas le coup parce que tu vas payer ta première semaine, les semaines d'avance, hop, tu repars déjà. En fait, tu vas prendre la coloc et donner ton préavis le même jour. Du coup, peut-être plutôt opter pour l'auberge de jeunesse, je dirais. Et c'est combien de temps les préavis? En général, c'est entre 2 semaines et 1 mois. 1 mois, c'est plus correct, ça lui laisse le temps quand même. Moi, j'avais donné 2 semaines avant. Mais en fait, en 2 secondes, il a trouvé quelqu'un. Moi, j'étais tellement bien placée dans Sydney qu'il n'a eu aucun mal. Donc, en général, c'est assez souple. Il ne faut pas hésiter à demander au moment de la visite de l'appartement. Mais c'est ça, je pense que les colocations, quand on reste vraiment peu de temps, je ne sais pas si ça vaut le coup, en fait, à réfléchir. Ouais. Il y avait une autre question. On parle beaucoup des colocations des auberges de jeunesse. Ouais. Est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça de trouver un appartement? Je suppose que c'est beaucoup plus cher. Oui. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Alors, c'est surtout que ça peut être plus compliqué en termes de paperasse, avec un bail, avec un engagement, alors qu'en colocation, c'est quand même très souple. Et puis, je pense qu'ils vont avoir tendance à demander vraiment que vous ayez, si vous êtes plusieurs, chacun un boulot. Parce que, voilà, là, c'est plus de la coloc avec des loyers un peu plus modérés. Il y a un engagement, donc ils peuvent avoir peur que vous payiez plus un jour, etc. Donc, c'est possible. Pour quelqu'un qui a un projet sédentaire, qui a trouvé un boulot, je pense qu'on peut quand même envisager de le faire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci. Oui, Il y a des événements pour justement se rencontrer tout ça, parce que de toute façon, moi j'ai déjà un logement là-bas chez quelqu'un, français, mais voilà, si je veux rencontrer d'autres métis et tout ça, il y a des. Alors, nous, on en fait plutôt avant le départ, parce que c'est vrai qu'on est plutôt là dans votre parcours, même si on a aussi plein d'infos sur la vie sur place. Mais en général, les gens, soit sur place, vont intégrer des groupes Facebook internationaux, soit ils vont rejoindre des sites comme Meetup, je ne sais pas si vous connaissez, M-E-E-T-U-P, Meetup, qui marche beaucoup ici aussi. Hein. Et l'autre jour, on m'a parlé d'un autre site, donc évidemment, je ne me rappelle pas. Bon, il y a l'équivalent un peu d'un meet-up, et en gros, ça permet de rencontrer des gens, soit pour parler toutes les langues, soit parce qu'on a une passion commune, etc. Et donc, ça vaut le coup de regarder un petit peu les meet-ups qu'il peut y avoir dans la ville. Et puis après, les gens aussi, en tout cas entre Français, quand l'oreille est toute trouble. Enfin, je sais qu'il y en a que j'ai rencontrés en arrivant. J'ai retrouvé un contact qu'on m'avait donné, et à l'arrêt de bus, elle a parlé à des Français, qu'on rencontrait d'autres gens. Donc, du coup, voilà, c'est assez facile comme ça, mais sinon, les groupes Facebook, anglo ou francophones d'ailleurs, peuvent être une bonne ressource une fois que tu es sur place. Ok, merci. Voilà. Du coup, c'était. Ouais. Oui. Alors, pas tous, mais on a des dossiers pour Sydney, Melbourne, Perth, Adélaïde et peut-être Cairns. On va peut-être pas faire un. Je sais pas s'il y a assez à dire sur Cairns, mais peut-être Cairns. Oui, le truc c'est qu'il date d'avant la pandémie, donc il y a surtout des choses qui ont changé, mais je pense qu'un quartier, c'est pas ce qui change le plus, c'est plutôt les prix. Les prix qu'on va vous donner dedans, si on parle de loyer, il faut peut-être un petit peu se méfier de ça. Mais je sais qu'on en a mis plusieurs à jour, mais pas tous. Donc c'est ça. Et on en a plusieurs en fait, même Alice Springs aussi. Donc c'est ça. Oui. C'est possible de gérer le forfait avant, par exemple, qu'on se fasse envoyer la carte SIM en France, comme ça on arrive sur place et ça Je marche. ne sais pas s'ils veulent bien faire ça. J'ai un gros truc là-dessus, je crois que non. Parce que je comprends, quand on sort de l'avion, on a envie tout de suite de pouvoir téléphoner. Moi, je ne sais plus comment j'avais fait. En fait, je suis sortie, je suis arrivée à 7h du matin. Donc, du coup, je suis sortie, j'ai pris une navette, je suis arrivée à mon auberge, je suis allée en ville, téléphone, banque, TFN, enfin dans l'autre sens. Et du coup, je l'ai eu tout de suite. Donc, ça, c'est bien fait quand même. Mais je crains qu'ils ne l'envoient pas à l'étranger. Oui. Pour les premières heures, comment alors qu'on est Alors moi j'avais vu qu'il y avait j'avais regardé en amont, alors en fait ils vont prendre un taxi ou un Uber, comme ça c'est réglé, hop ils arrivent, et moi j'avais pris une navette et j'avais regardé à l'avance quelle était la navette qui allait au meilleur endroit pour moi par rapport à mon auberge, et du coup c'est ça, et ça c'est bien fait. C'est vrai que c'est un peu déstabilisant, plus pour vous maintenant que moi quand j'ai fait mon PVT, de ne pas avoir son téléphone et tout, même dire je suis arrivée, mais ceci dit, si vous avez votre téléphone, attends je vais pas dire de bêtises, ouais, si vous avez le wifi à l'aéroport, vous pouvez quand même donner des petites nouvelles via Insta ou des trucs comme ça. Et puis ensuite, c'est sûr que si vous arrivez le soir, vous n'aurez pas de téléphone, quoi. Ça dépend à quelle heure vous arrivez.
Mais bon, après, c'est pour ça qu'il y en a qui gardent Free aussi. Mais bon, il faut payer le forfait Free ici, donc il faut que ce soit quand même intéressant. Mais il y a beaucoup de gigas, et je me rappelle, moi, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, là, il y a 5 ans, des fois, le seul de nous qui captait, c'était celui qui avait Free. Je sais pas comment c'est possible. Bon. Donc voilà, après, moi, je ne travaille pas pour Free, hein, je ne l'ai pas du tout pris pendant mes PVT. Mais comme je l'entends tout le temps, je veux quand même vous dire que ça peut être une option d'avoir soit que Free, mais bon, pas terrible pour se faire contacter par les employeurs et les proprios, soit avoir les deux. Et puis sinon, vous faites comme moi, j'avais fait les forfaits sur place, en sachant que beaucoup de gens ne prennent pas de forfait, mais des cartes prépayées. Voilà. La téléphonie, ça coûte plus cher qu'ici. Je vous préviens, si vous avez beaucoup de data, parce que vous êtes un dingue de votre téléphone, peut-être que garder Free, ça peut être intéressant quand même, ou avoir du wifi au maximum. Oui. Est-ce que le transport est développé? Est-ce que vous êtes assez facilement sur la vanne? Oui, moi je vais dire que je n'avais pas le permis, alors ça coûte assez mal. On en parlera aussi tout à l'heure, mais comme je dis, vous allez parler toute la journée. En fait, pour le transport, le bus fonctionne très bien. L'avion, alors c'est pas écolo, mais parfois quand on a besoin de faire une grosse distance, parce qu'en fait on parle de semaines de temps économisé de prendre l'avion. Moi quand j'étais vers Melbourne, je voulais aller bosser à Cairns parce que j'avais une opportunité. Si je l'avais fait en voiture ou en van, trop long. Du coup j'avoue là j'ai pris un avion. Le train c'est pas fou. Il y a des trains scéniques, des trains vraiment de tourisme un peu de luxe qui coûtent quand même assez cher, donc vous n'allez peut-être pas prendre ça au quotidien. Il y a aussi des trains régionaux, mais c'est pas non plus le truc qui fonctionne le mieux. Moi j'ai vraiment beaucoup pris le bus, j'ai fait du covoiturage, ce qu'on appelle des lifts, L-I-F-T. Les lifts en fait c'est vous en trouvez sur Gumtree, sur les groupes Facebook, etc. Ça vous permet en fait de partager les frais d'essence avec quelqu'un. Des fois même on est plusieurs et tout, c'est sympa. Mais du coup, c'est pas votre voiture, c'est pas vous qui conduisez si vous n'avez pas envie. Si la voiture est tombe en panne, c'est pas votre problème. Vous êtes là en covoiturage, vous participez aux frais d'essence. Voilà. Et il y a toujours le stop aussi, mais qui est très, qui est pas sûr, qui est pas garanti. Donc voilà, ça fonctionne bien. Et après, si tu as le permis, pour le coup, tu peux aussi louer une voiture ou un van sur des petits tronçons ou sur des périodes pour quand même expérimenter un peu le road trip. Ça s'entend? Une question. Oui. Tu disais que c'est pas facile, enfin que le stop là-bas c'est pas forcément intéressant, contrairement justement à la Nouvelle-Zélande où ça sent plutôt bien marché. Comment tu compares les deux? En fait, c'est juste que le stop, c'est vrai que selon plein de critères différents, des fois tu peux attendre longtemps si t'es pas au bon endroit, si on est plusieurs, ce genre de choses, des fois ça peut prendre plus de temps. Moi j'en ai fait dans les deux pays et ça a fonctionné les deux fois. Mais c'est vrai que si, par exemple, si tu as un rendez-vous à tel endroit pour prendre un avion ou je sais pas quoi, ça peut être pas très sûr. Mais si tu as envie de vivre l'expérience comme ça, un peu de façon aléatoire et tu verras bien où tu dors, ça se fait quand même très bien. Il faut bien choisir ses routes en fait, pour être sûr qu'il y ait du passage. Parce que moi, en Nouvelle-Zélande, pour le coup, ça m'est arrivé une fois d'être à un endroit où il y avait beaucoup de passages. La première personne nous a déposé à un endroit en nous disant « Tu veux pas que je vous emmène là parce qu'il y aura plus de gens ?» Nous, on a dit « Bah non, ça nous éloigne. » Sur ce tronçon-là, on s'est dit « Ah, on va dormir dehors. » Donc finalement, un mec est passé, quand il est passé, j'ai dit « S'il vous plaît, il n'y a que vous sur cette route. » Donc là, je me suis dit « Bon, c'est passé, le mec s'est arrêté, c'était trop cool. Mais s'il s'était pas arrêté, bah... » Tu vois, donc c'est juste le côté pas garanti, mais comme le stop ici, je suppose aussi. Donc il faut juste éviter les routes trop désertes, quoi. C'est simplement ça. Sinon, je pense que tu as toujours des PVTistes, des voyageurs qui vont s'arrêter. C'est le bon pays pour ça aussi, quoi. Moi, j'ai pas eu de problème en Australie. J'ai d'autres questions pour la ouais. Moi, c'est juste pour rajouter une option pour ceux qui ne savent pas comment faire pour avoir Internet directement. Il y a les SIM. C'est des cartes SIM virtuelles qu'on télécharge sur son tel et qui s'activent dès qu'on arrive. D'accord. Et ça s'appelle comment, t'as dit? eSIM. E-SIM. E-C, donc c'est des cartes SIM virtuelles. Ok. Bah super, merci pour le bon plan. Donc ça permet que pour l'Australie ou en général? D'accord. Et ça donne un numéro du pays? Ça dépend. Des fois, soit que de la data, des fois le numéro aussi. Intéressant. Ok, je creuserai ce point-là même pour moi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai plus vers une main. Obligé. Ok, peut-être une autre question, parce qu'on a encore quelques minutes. Donc, je vous rappelle que sur les stands, il y a des anciens PVTistes, il y a des PVTistes australiens. Tout à l'heure, on parlait des villes. Je ne sais même pas d'où elles viennent, pardon, j'aurais dû leur poser la question. Donc, peut-être qu'elles pourront vous parler de leur ville, des quartiers, etc. N'hésitez pas à passer les voir. Les anciens PVTistes, donc les trois qui sont à côté des Australiennes pourront vous répondre. Morgane de l'équipe PVTiste que vous essaierez de trouver avec le logo. Et puis au stand de Aude, tout à l'heure, sa collègue Aurélie aussi a fait un PVT. En fait, n'hésitez pas à parler avec tous les gens qui sont là aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a rien qui sera inutile. Vu qu'on n'a pas des milliards de stands, je pense que chacun peut vous apporter quelque chose. Et on est quand même pas mal d'anciens à témoigner. Annelise aussi de notre équipe a fait un PVT en Australie, donc
n'hésitez pas là-dessus. D'ailleurs, je voudrais préciser un truc, j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient restés de la première conférence, il y en a beaucoup qui sont debout. Pour la table ronde qui va suivre après, si certains d'entre vous peuvent quand même laisser la place à ceux qui n'ont pas pu s'asseoir et tout, n'hésitez pas à tourner un petit peu ou vous-même à vous mettre au fond. Voilà, je sais qu'on a tous envie de rester assis, ces fauteuils sont terribles, on y passerait la journée, mais essayez de penser aux copains qui sont depuis 1 heure par terre, que tout le monde puisse profiter un petit peu des conférences, même ceux qui sont au fond, je pense qu'il y en a qui ne me voient même pas. Donc voilà, n'hésitez pas à tourner un petit peu parce que ceux qui vont témoigner là sont sur les stands. C'est pas comme si c'était des infos en primeur. Donc voilà, merci beaucoup. Bonne suite de salon. N'oubliez pas de photo si vous voulez un petit photo souvenir. Il est vers les stands. Donc voilà, merci.